immédiatement la L'affaire ville. de drogue Avant de son arrivée, la police à l'arrivée de la brigade des stupéfiants vient de les policières des conseils. Il est placé en maison de correction. L'ennemi public numéro 1. Mais dès l'âge de 17 ans, il a des ennuis avec la fusillade. Ils sont pris en charge par la photo datant de son incarcération. Alors nous avons laissé, il y a 15 jours, le bon docteur Petiot qui vient de résister aux tortures de la Gestapo allemande, celle-là, et non de la Gestapo française. Et qui, libéré en janvier 1944, va d'abord se reposer, puis après va avoir des occupations. Alors des occupations, mais alors, comme toujours, il y a quand même une absence de logique dans le comportement du docteur Petiot, comme vous allez le voir. Une chose est certaine, c'est que vous avez des dizaines de juifs qui ont disparu en suivant le réseau d'évasion du docteur Eugène, docteur Petiot, alias Eugène. Ça, c'est établi. On n'a pas de nouvelles, si ce n'est encore des lettres pour ceux qui avaient de la famille, qui avaient le contact direct avec Petiot. Ces lettres qui font frémir. J'ai déjà eu ça, moi, dans une de mes affaires. Je me rappellerai toujours, c'était après une autopsie, et l'estomac d'une malheureuse jeune femme qui avait été séquestrée par son mari et abominablement torturée, était, la paroi interne de l'estomac, était constellée de petites lésions hémorragiques. Et j'avais demandé au médecin légiste, mais quelles sont ces lésions hémorragiques que vous avez relevées? Quelle est l'origine? Elle me dit, c'est la peur, c'est le stress. Ça fait peur, car les quelques correspondances qui ont été fournies par Petiot aux Juifs qui étaient partis, mais qui avaient encore de la famille, ou à ceux qui étaient partis, auxquels il fournissait des explications, certains experts diront qu'il s'agissait de documents authentiques, mais écrits sous l'influence d'un stress, on ne disait pas stress à l'époque, d'une terreur, d'une pression considérable. Hein, rappelez cette salle triangulaire avec les crochets, avec l'appareil qui permet l'installation qui permet de voir ce qui se passe. Bref, tout ça fait frémir rétrospectivement. Et ça fait frémir rétrospectivement d'autant plus que certains voisins diront après qu'ils ont entendu des appels au secours, qu'ils entendaient la nuit des hurlements et des appels au secours. Une voix féminine notamment, qui avait hurlé. Et alors les voisins de l'hôtel particulier de la rue Le Sueur avaient essayé de déterminer d'où ça venait, mais ils n'étaient pas parvenus. Et puis ils n'avaient pas alerté. Et puis vous savez, l'époque était particulière. Les hurlements au secours, ça pouvait être aussi bien des gens qu'on interrogeait. Enfin, bref, on a ça dans le dossier. On a ça. Ces écritures, ces cris dans la nuit. Docteur Satan. Donc, il se repose. Et puis, nous sommes le 13 mars 1944, et depuis 2 jours, une fumée pestilentielle s'échappe des cheminées de l'hôtel particulier de la rue Le Sueur. Les voisins n'en peuvent plus et il se trouve que au 13 mars, ils appellent la police. Alors, la concierge, les concierges, pas la concierge de l'hôtel particulier, mais d'un immeuble voisin, de l'immeuble mitoyen. Et puis il y a une fumée noire qui se dégage de plus en plus, et puis il y a un feu de cheminée qui se déclare.
Alors, on a appelé 2 gardiens de la paix, dont un porte un nom qui ne s'oublie pas, Fillon, il appelle. Et vous avez les gardiens de la paix qui sont à l'extérieur. Alors, l'hôtel particulier est fermé à clé. La concierge voisine appelle le docteur Petiot en lui disant écoutez, il y a un incendie chez vous. Est-ce que quelqu'un a pénétré dans l'hôtel particulier? Non, il n'y a personne, c'est fermé. J'arrive tout de suite, surtout n'entrez pas. Bon, manque de chance, les policiers commencent à s'inquiéter sérieusement, on fait venir les pompiers brisent une fenêtre, rentrent dans l'hôtel particulier, et puis descendent évidemment dans la salle des chaudières, et ils remontent précipitamment, ils sont pâles, il y en a un qui vomit, hein, et ils disent aux flics, aux 2 policiers, appelez immédiatement vos autorités, la cave est pleine de cadavres qui sont en train de brûler. Alors les braves gardiens de la paix, ils descendent, et on est là, effectivement, dans la cave, il y a 2 calorifères, hein, il y a 2 chaudières, une petite et une grande. La grande est ouverte, il y a un bras qui dépasse, il y a des cadavres découpés partout qui jonchent le sol, prêts à être jetés dans la chaudière. C'est absolument abominable, c'est une vision dantesque. L'un des pompiers dira plus tard « J'ai failli m'évanouir ». Là-dessus, on appelle la brigade criminelle, et puis le docteur Petiot arrive. Il va voir les 2 gardiens de la paix et leur dire, c'est là encore hein, qu'il y a des anomalies hein, qui doivent s'expliquer par ce qui se passait là-dedans depuis longtemps. Et il leur dit, alors, qu'est-ce qui se passe là? Je suis le frère du propriétaire. Laissez-moi rentrer. Alors, les 2 gardiens de la paix le laissent rentrer, puis je ne sais pas ce qu'il fait exactement, il doit prendre des documents, puis il ressort, et il leur dit, alors, moi je suis de la résistance. Alors, les gardiens de la paix, on est en 44. Hein. En 42, ils s'arrêtaient. Mais je suis de la résistance et les cadavres qu'il y a dans la cave, ce sont ceux de collaborateurs et d'Allemands. Hein. Alors, silence, motus, vous ne m'avez pas vu, je m'en vais. Alors, le type, les gars le saluent. Hein. À l'époque, il vaut mieux être résistant que collabo. Et quand même, après, dès qu'il est reparti, là, sur son vélo, il était toujours en vélo, hein, un écolo avant l'heure, et ils disent quand même, ces résistants, hein, ils sont gonflés. Alors arrive la brigade criminelle. Le commissaire Massu. Alors le commissaire Massu, c'est un des modèles qui a servi à Simenon pour créer le personnage de Maigret. Il était à la criminelle en 1931, quand Georges Simenon a fait un stage de 6 mois au sein de la brigade criminelle. C'était un grand policier qui aura malheureusement pour lui une fin de carrière dans pas très longtemps, hein. Là on est en mars 44, car il se verra mis à la retraite d'office par l'administration à la suite de son passage devant le comité d'épuration. Il a été nommé alors qu'il n'y avait rien à lui reprocher, mais bon, vous savez, les gardiens de la paix avaient à l'époque envie de devenir commissaire, et donc on a révoqué un certain nombre de commissaires. Lui n'a pas été révoqué, il a été mis à la retraite, mais c'était un grand flic, très grand flic. Alors il arrive là-dedans, il n'est pas très content, il apprend que les gardiens de la paix ont laissé repartir le frère du propriétaire, il est foudrage, il leur dit, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, il fallait l'arrêter, le retenir. Oh oui, mais monsieur le commissaire, patron, c'était un résistant, oui, bon, et difficulté déjà pour Massu. Alors Massu descend avec ses hommes et l'identité judiciaire dans la salle de chauffe, et puis après, c'est la perquisition, et tout d'un coup, il y a un hurlement. « Chef, venez voir !»
Massu sort de l'immeuble et dans un garage, il y a une fosse à vidange, vous voyez, une grande fosse. Et là, dans la fosse, il y a des dizaines de cadavres recouverts de chaux vives. Et Massu va descendre par l'échelle et il se rend compte que c'est un charnier, un véritable charnier. Alors on va extraire tout ça. Alors ça pose des tas de problèmes pour les extraire parce que les pompiers ne veulent pas le faire, les policiers non plus, il y a de la chaux vive, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Alors on va emporter tout ça à la morgue, et le docteur Paul va procéder aux autopsies avec ce qu'il a. C'est pas évident. Alors ils ont tous les sourcils découpés, ils ont tous les lèvres découpées, ils ont tous la trace du scalpel, comme les cadavres de 41-42, plantés dans la cuisse. Là maintenant, le lien est fait, en tout cas le lien policier. Le lien judiciaire, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut prouver. Là, on se dit, bon, ça y est, le tueur en série des années 41-42, c'est Petiot. Et puis là, ça continue. Et c'est l'horreur. Et c'est l'horreur absolue. Alors Petiot, lui, il disparaît, Petiot. Il a pris la fuite. Lui, il sait ce qu'on va retrouver. Et c'est un homme qui sait utiliser les événements, et le voilà, capitaine Valéry, DFTP, franc-tireur partisan, proche du pays. Lui, il est proche du Parti communiste à ce moment-là, et c'est lui qui dirige l'épuration, qui est un des dirigeants de l'épuration, à la caserne Reuilly. Oui, là, 3 gallons, il n'y avait plus assez de ruban pour en mettre 5, mais il est, le voilà, un des patrons de l'épuration. Et alors, un des patrons de l'épuration, et quand je vous dis que ce personnage a quand même des particularités, c'est qu'à un moment, il a rendez-vous avec le procureur de la République de Paris. Alors, vous savez, les autorités, dans ces moments-là, c'est aux abris, et on rentre la tête dans les épaules en espérant qu'on ne se la fera pas couper. Et là, il va engueuler le procureur de la République de Paris, alors que, ça y est, il est identifié, il fait l'objet de mandat d'arrêt. On a parfaitement compris l'importance du criminel. Il va engueuler le procureur de la République en lui disant « Mais votre épuration, c'est de la rigolade. » Alors, lui, il s'occupe d'épuration. Il s'occupe d'épuration, mais il attire l'attention quand même de ses petits camarades, parce qu'il organise le racket d'un ancien maire pétiniste qui va mourir des suites de ses blessures. Et là, il y a un véritable problème. Les types sont arrêtés, torturés. Et il est repéré par un autre épurateur qui commence à se demander mais qu'est-ce que c'est que ce type-là et qu'est-ce que c'est que cette opération de racket qui se fait. On exfiltre les 3 hommes de main qui l'avaient fait, on les interroge dans d'autres services et on s'aperçoit que le capitaine Valéry n'est pas aussi innocent que le poète dont il a pris le nom. Et pendant ce temps-là, on parle toujours de l'affaire Petiot, malgré la guerre qui se poursuit, et cette affaire Petiot fait quand même beaucoup de bruit, autant de bruit que Landru, alors qu'on est à un autre niveau. Landru, c'était une 12aine de personnes, là on est pas loin de la centaine. Petiot, donc, interroge. On peut se poser des questions sur ce qui a pu se passer à ce moment-là, ce qui devait se passer dans la salle triangulaire. Alphonse Boudard, en prison, a rencontré un type qui avait été torturé à la Libération, un Col-Labo qui avait été bien torturé d'ailleurs, et qui a dit, moi je lui dois beaucoup à Petiot, parce qu'il est arrivé, c'est lui qui a dit qu'il fallait arrêter. Alors il y avait au moins un client qui était satisfait en prison dans les années 46-47. Bon. Je passe les détails. Petiot est recherché. Et il est identifié comme tournant autour de certaines forces, en tout cas le Parti communiste, la résistance communiste. Et à ce moment-là, se met en place
la direction de la surveillance du territoire avec Roger Vibaud, qui vient, je dirais, de la branche de droite de la résistance. Le BCRA, c'est Soustelle, ce sont les anciens de la cagoule pour beaucoup d'entre eux, et commencent des luttes d'influence. Et on va faire sortir Petiot du bois. Comment le fait-on sortir du bois ? Tout simplement en publiant un article dans un journal, Le Résistant, je crois, Petiot, petit soldat du Reich. On l'accuse de collaboration. Alors là, il est fou de rage, Petiot, le capitaine Valéry, et il va écrire, c'est encore un truc insondable, folie de Petiot. Il écrit pour dire, mais pas du tout, le Petiot n'a jamais collaboré, etc. Au contraire, il y avait des actes de résistance absolument héroïques. Bon, on arrive à remonter du coup. Et au métro Saint-Mandé-Tourelle, alors qu'il descend pour prendre son tube, Petiot sent tout d'un coup 4 types qui lui sautent dessus. Et ce sont une équipe de la DST qui l'embarque pour l'interroger. Et là, évidemment, on change de musique. Évidemment, c'était pas la Gestapo, mais on a les cadavres. Là, on a des preuves. Petiot, vous savez ce qu'il va dire ? Mais moi, ce ne sont que des collaborateurs et des nazis que j'ai exécutés. J'avais montré un réseau de résistance, le réseau Flitox. Évidemment, on n'a jamais entendu parler du réseau Flitox, mais comme il a été incarcéré avec d'autres antiques résistants, il donne quand même des tas de détails et est capable de faire illusion. Mais quand même, entre-temps, le dossier a été musclé, parce que le petit frère, vous savez qu'admirait le médecin, son grand frère médecin, le petit frère, c'est lui qui avait apporté la chaux, et puis surtout, Massu, à l'époque où il enquête, il va aller sur Villeneuve, sur Auxerre, et il va découvrir quoi ? Alors ça, c'est terrible pour Petiot, il découvre plus de 50 valises pleines, celles des gens que prétendument Petiot avait exfiltrées. Donc là, y compris la valise Wolf avec le pyjama d'enfant, vous voyez, et la valise de Paulette, la chinoise, avec ses sous-vêtements affriolants. Petiot, il est quand même un petit peu coincé. Il ne peut pas dire, en tout cas, qu'il a exfiltré les Juifs. Ah, mais oui, mais c'était des Juifs collaborateurs. Alors voilà l'explication qu'il fournit. Mais pourquoi la chaux ? Ah, la chaux, c'est parce que je voulais échapper à la répression allemande. Bon, il s'embrouille dans ses explications, mais il les revendique quand même avec beaucoup de force, avec beaucoup de fermeté, avec beaucoup de vigueur. Alors, il a affaire à un des juges les plus actifs et les plus désagréables de l'époque, le juge Goletti, qui l'interroge. Puis un jour, Goletti, il en a marre, parce que c'est épouvantable. D'abord, il est très intelligent, très brillant. Il a toujours le mot pour rire, la réplique qu'il faut. Et Goletti, qui était enrhumé, se sent mal. Et Petiot lui dit à son avocat, à Floriot, je lui ferais bien une petite piqûre, mais je pense que ça lui ferait peur. Vous voyez, le genre de personnage. Bon. Petiot est traduit devant la cour d'assises. Alors il va se défendre becs et ongles avec l'esprit de répartie, avec son intelligence qui est fulgurante. Alors c'est le procès mondain de l'année, nous sommes en 1946, avril 1946, et le tout Paris se presse à ce procès. Et Petiot est éblouissant. Il tutoie l'avocat général Dupin, il tutoie le président comme s'il les connaissait, et puis là, il leur reproche d'avoir prêté serment au maréchal Pétain. Le président est complètement dépassé par les événements, mais l'avocat général aussi. Ils ne sont pas du niveau de Petiot. Manque de chance pour Petiot. Il est admirablement défendu par Floriot, mais en face,
partie civile, notamment pour les Wolf, il y a Maître Véron. Maître Véron, qui est un avocat qui n'a pas laissé un grand nom, mais qui était un grand avocat parisien, j'ai eu l'occasion de connaître d'ailleurs, car c'était l'avocat de la famille. Et il était donc partie civile. Et Véron était un authentique résistant. Et c'est lui qui va faire chuter Petiot. Pourquoi ? Parce que les jurés sont ébranlés par ces histoires. Moi, ce sont tous des collaborateurs que j'ai exécutés, des Allemands que j'ai exécutés. Ça ébranle à l'époque, hein, à pleine période héroïque de la résistance. On sort ça. Donc, c'est un bon procédé de défense. Mais voilà, il raconte ses attentats au plastique. Et là, Véron le coupe. Et lui dit, comment fait-on exploser le plastique ? Comment ça se présente, le plastique, etc., etc. Petiot est incapable de répondre. Il est incapable de répondre et il va se mettre dans une colère effroyable en injuriant Véron et en lui disant « Mais vous êtes l'avocat de l'anti-France, avocat des Wolf, l'anti-France, le terme antisémite. » Alors là, le charme est rompu. Le charme est rompu et malgré tous les efforts de Floriot, malgré une plaidoirie brillantissime qui va durer 6 heures. 6 heures pendant laquelle Floriot va s'acharner à démontrer que son client était un résistant et qu'on ne peut rien lui reprocher, si ce n'est d'avoir éliminé des collaborateurs et des Allemands. Il y a quand même des problèmes, si vous voulez. C'est que Petiot, il prétend avoir inventé un fusil à tirer dans les coins avec son réseau Flitox, une arme extraordinaire, et qu'il a tué 2 Allemands. Seulement, on a ressorti le dossier. Et le dossier des 2 Allemands qui avaient été tués, c'était un règlement de compte entre Allemands et non pas... C'était parfaitement élucidé, cette histoire. Bon, ça marche pas. Ça marche pas, et Floriot dira après... Je me suis rassis. J'avais été brillant, j'en étais conscient. Et puis, j'ai regardé, et contre un des murs de la cour d'assises, il y avait les 50 valises. Et les jurés ne regardaient que les 50 valises, et j'ai compris que mes 6 heures de plaidoirie n'avaient servi à rien. Alors l'avocat général, lui, a requis, pas si mal que ça d'ailleurs, il a requis la mort, en disant que souvent il avait requis la mort avec des scrupules, mais que là, il n'en avait aucun. Et il termine de façon un peu grotesque en disant qu'il aille rejoindre ses victimes. Bon, c'était un petit peu ridicule. Véron avait été très bon. Et puis, les jurés se retirent. La délibération est longue, 2 heures. Et finalement, lorsqu'ils reviennent, Petiot est condamné à mort pour 24 crimes. 24 crimes, alors qu'il en a revendiqué, lui, plus de 80. Mais des corps qui n'avaient pas été identifiés, des cadavres qui avaient été découpés et qu'il avait rendus totalement, lui-même, inidentifiables. Alors voilà, Petiot va donc être exécuté dans les conditions que j'ai évoquées lors de ma première intervention, un calme absolu. Petiot, il était fou. C'est évident qu'il était complètement fou. Alors, il avait été déclaré plusieurs fois irresponsable, mais là, trop c'est trop. Et comme l'assassin du président Doumer, Gorgulov, on ne pouvait que le déclarer responsable, ce que fit le collège d'experts psychiatres qui l'avait examiné, ce qui l'amena à la guillotine. Donc, en mai 1946, je dois dire que, très franchement, je ne suis pas un partisan forcené de la peine de mort, mais enfin, l'exécution du docteur Petiot n'éveille chez moi ni sentiment,
de culpabilité, ni pitié, ni regret pour ce qu'a fait l'institution à laquelle j'appartiens.